Mardi 15 janvier 2019, bonjour à tous, salut à tous les gilets jaunes. Je fais une vidéo aujourd'hui un peu spéciale puisque je vais d'abord répondre à Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui m'a cité nommément donc, dans deux émissions, à deux reprises. La première fois, c'était le lundi 7 janvier sur France Inter, dans la matinale, là, dans le 7-9 de Nicolas Demorand. Et la deuxième fois, c'était dans l'émission de Frédéric Aziza, le forum de Radio J, Radio Communauté Judaïque FM, avec donc Frédéric Aziza. Alors, monsieur Benjamin Griveaux dit que j'ai insulté sa famille. Non, je n'ai pas insulté sa famille, je n'insulte personne, je ne provoque personne, je ne menace personne, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon style, je n'ai pas besoin de ça, j'ai suffisamment travaillé pour prétendre savoir ce que je dis. Alors, j'ai simplement dit que M. Griveaux, comme Manuel Valls d'ailleurs, était probablement très lié à l'État d'Israël de par sa belle famille. Effectivement, Benjamin Griveaux est marié à une certaine Julia Minkowski, qui est la petite fille d'Alexandre Minkowski, un pédiatre dans les années 70-80, qui a publié 3 livres. Son premier livre, c'est Le Mandarin aux pieds nus, qui date de 1975. J'ai lu ces 3 livres, et comme j'ai fait dans tous mes livres, qui sont des gros livres de 400 pages, sur le judaïsme, j'en ai publié 8 de 400 pages, eh bien, je décortique les livres, et je regarde ce qui est intéressant, et ce qui relève plus spécifiquement de l'esprit juif. Donc, en ce qui concerne Alexandre Minkowski, donc le grand-père de Julia Minkowski, l'épouse de Benjamin Griveaux, je vais vous donner quelques passages qui corroborent ce que j'ai dit dans mon tweet. Je dis simplement qu'Alexandre Minkowski était violemment anti-chrétien, anti-blanc et pro-immigré. Alors, anti-chrétien, j'ouvre Le fanatisme juif, c'est un livre que j'ai publié en 2007, à la page 230. Donc Alexandre Minkowski, d'origine juive polonaise, arrivé en France, toujours juif. Voilà ce qu'il écrit concernant le catholicisme. Donc l'institution catholique, je cite, que je considère, moi, dit-il, comme pernicieuse. Il reste un lourd contentieux avec l'Église catholique, En parlant d'un prêtre catholique qui s'était engagé en Indochine, il assène brutalement, je cite Alexandre Minkowski, « On ne sera jamais assez violent contre ses croisés ». Donc on ne peut pas dire qu'Alexandre Minkowski avait une certaine sympathie pour l'Église catholique et le catholicisme en général, la religion du peuple qui l'a accueilli. La religion majoritaire, en tout cas c'était le cas à l'époque. Moi, vous savez, on a attaqué la famille de ma femme, et notamment le grand-père de ma femme, c'est Hervé Ryssen qui a fait ça ce week-end, avec une immense violence. Ma femme, elle ne fait pas de politique, elle a un métier, elle est avocate, elle fait ça de la meilleure des manières, et elle a été mise en cause, et sa famille a été mise en cause. Donc moi, j'aurais aucun état d'âme, et croyez-moi... Antisémitisme, c'est ça ce que vous dites ? Antisémitisme, bien sûr, oui, bien sûr. Son grand-père, elle a été l'objet son grand-père a été l'objet d'insultes de la part de M. Ryssen. Je vous invite à aller voir son compte Twitter. Ne lui faites pas de promotion. Enfin, il faut les combattre pied à pied. Donc moi, j'assume totalement le fait de dire que oui, il y a un antisémitisme qui est en train de remonter dans le pays et que ceux qui ne veulent pas le voir s'en rendent complices. Concernant maintenant son inclination à préférer l'étranger par rapport aux Français, donc directeur de service dans un hôpital parisien, dans les années 70, le pédiatre Minkowski dit, à l'hôpital où il exerçait, donc il donnait ainsi la priorité à l'embauche à tous les étrangers, au détriment des Français. Je cite Alexandre Minkowski, « J'avais déjà un Syrien, une Israélienne, 2 Algériens et une Indonésienne musulmane dans mon service, et ils travaillaient tous en parfaite intelligence. Alors pourquoi ne pas y ajouter quelques Palestiniens ? Ils arrivèrent à l'hôpital à 10 ou 20, tous médecins, à l'exception d'une assistante sociale palestinienne chrétienne. Il donne la priorité aux étrangers dans son service. J'ai déjà noté ça à maintes et maintes reprises concernant un certain patronat cosmopolite. Eux, ils ont le droit de donner la priorité à des étrangers, là où le patron français catholique qui ferait publier une annonce pour dire « cherche un mécanicien français blanc catholique », lui serait condamné. Mais Alexandre Minkowski, donc fraîchement débarqué de sa Pologne natale, ou par son père en tout cas, lui peut se permettre d'embaucher en priorité des étrangers, et qui plus est dans le service public. Voilà, ensuite, dans l'émission de Radio J, animée par Frédéric Aziza, Benjamin Griveaux m'interpelle une deuxième fois. Le fameux Ryssen, Hervé Lalin, qui met en cause notamment le grand-père de ma femme,
Vous savez, Eugène Minkowski, son arrière-grand-père, c'était un des dirigeants de l'œuvre de secours aux enfants. Osez. Voilà. Pendant Alexandre la guerre. Minkowski, son grand-père, était le fameux mandarin aux pieds nus. Exactement. Eh bien, je vais vous dire, Eugène Minkowski, il est plus français que M. Rissen, parce que quand on sauve des enfants juifs pendant la guerre, c'est cela être français. Alors écoutez, moi je vais citer encore Alexandre Minkowski dans le texte, vous allez voir que ça va être très clair. Effectivement, au début d'un autre livre qui s'intitule Un juif pas très catholique, publié en 1980, Alexandre Minkowski, le grand-père donc de Julia Minkowski, l'épouse de Benjamin Griveaux, dit qu'il est parfaitement français. Je me sentais donc français à un point dont on n'a pas idée. Bon. On voit déjà qu'il, après ce que je viens de vous dire, qu'il a la capacité de raconter n'importe quoi. Quant à mes origines, je les avais quasiment oubliées. J'entretenais même des rapports presque amicaux avec des fanatiques de l'extrême droite. Et la phrase suivante... Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'allais faire le coup de poing boulevard Saint-Michel contre les camelots du roi, c'est-à-dire l'extrême droite. Donc ce type raconte n'importe quoi. Ensuite, pour rester sur sa capacité à raconter n'importe quoi, je vais vous citer un passage qui est très très éloquent. On est là dans un livre, c'est toujours le même, 1980, Un juif pas très catholique. Il est invité chez Michel Drucker, donc le pédiatre Alexandre Minkowski. Voici ce qu'il écrit. « Il suffit que je lise ou entende raconter quelque histoire tant soit peu héroïque ou exemplaire pour que mon imagination s'exalte et me fasse croire que je l'ai vécu. C'est ainsi que cet après-midi-là, je fus tour à tour alpiniste, marin solitaire, chanteuse de charme et prix Nobel de biologie. Je décidai donc pour une fois de faire un plaidoyer pour une médecine radicalement nationalisée. Je poussai même mon petit couplet gauchiste et m'en pris au fric, agent de corruption bien connu. Et au fur et à mesure que je parlais, je m'étonnais et m'épouvantais un peu d'être ainsi capable de défendre avec tant de fougue et de conviction une opinion qui n'est pas tout à fait la mienne. À la suite de cette émission, je reçus beaucoup de lettres et de coups de téléphone admiratifs, et même parfois dithyrambiques. Cela acheva de me persuader qu'il suffit d'affirmer une chose avec autorité pour être cru sur parole. Qu'importe ce que l'on raconte, il faut se montrer persuasif, il faut la ramener, carrément et sans vergogne. Je me mis alors à évoquer mes voyages dans les pays communistes, je ne lésinais pas sur les détails, je racontais comment j'avais rencontré Castro, Pham Van Dong, Chou En-lai, plaçant à propos de chacun d'eux une petite anecdote personnelle, afin de bien montrer que s'ils n'étaient pas les amis intimes, je les connaissais tout de même assez bien, peut-être exagérais-je un peu, mais je me sentais extraordinairement crédible. Donc ce type raconte n'importe quoi et nous le dit. Et je rappelle que Elie Wiesel a tenu les mêmes propos dans sa biographie. Je vous le dis, oui, je mens comme un arracheur de dents, je sais mentir, je mens très bien, je rapportais tous ces propos dans mes livres. Concernant Elie Wiesel, je crois que c'est le fanatisme juif de 2007, là on est dans le miroir du judaïsme en 2009. Voilà, Monsieur Griveaux, je n'ai jamais calomnié le grand-père de votre épouse, j'ai dit qu'il était anti-chrétien, anti-blanc et pro-immigré, ça correspond à une réalité. Quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle, j'ai publié 11 livres ou 12 livres, je crois, sur le judaïsme. Je sais de quoi je parle. Donc ne dis pas n'importe quoi. Et je note aussi à ce sujet que ce soit sur France Inter, invité par Nicolas Demorand, ou sur Radio Judaïque, invité par Frédéric Aziza, vous êtes une fois de plus entouré des gens de cette petite communauté. Nicolas Demorand, on le sait, c'est ce que je lis sur Wikipédia, a grandi donc dans un monde profondément laïque et juif, mais d'un judaïsme intellectuel, culturel, sensuel, etc., etc. Il a vécu au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Belgique et au Maroc. Bon, Alexandre Minkowski a vécu en Pologne, en Russie, en Allemagne. Ils arrivent en France, c'est le pays de cocagne. Aziza, alors je ne sais pas où il est né, Aziza, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on ne sait pas trop, peut-être ailleurs. En tout cas, ils arrivent chez nous, et effectivement, ils ont peut-être une certaine influence, je dis bien peut-être, dans le système médiatique. Alors je pose la question, est-ce que on pourra soulever ces questions lors de votre grand débat ? Parce que c'est une question qui me tient à cœur, puisque moi je ne suis jamais invité nulle part, contrairement aux députés de la France Insoumise qui se plaignent de voir Marine Le Pen sur, je sais pas, sur BFM ou sur France 2, alors que on verra demain, je crois, Jean-Luc Mélenchon sur France 2, et chaque fois que j'allume France Inter, j'entends un député de la France Insoumise. Enfin, je ne l'ai peut-être pas fait exprès, hein, c'est peut-être le fruit du hasard. Mais moi, en l'occurrence, je ne suis jamais invité nulle part, ni Soral, ni Dieudonné, ni Boris Lelay. D'ailleurs, Frédéric Aziza, dans son émission, se vante de vouloir faire enfermer Boris Lelay. Oui, effectivement, je crois qu'il est condamné à 6 ans de prison,
c'est pas parce qu'il a volé, escroqué, tué, provoqué, menacé des gens, lui non plus. C'est tout simplement parce que ses opinions politiques ne correspondent pas aux opinions politiques en vogue actuellement et au cosmopolitisme ambiant que l'on voit dans tous les médias, sur tous les plateaux de télé et sur toutes les radios. Je le dis, les grandes plateformes, lorsque vous signalez, arrivent à, notamment Twitter ou Facebook, à supprimer les publications. La difficulté qu'on a, c'est quand c'est hébergé à l'étranger. Et vous connaissez. Il y a une action de Pharos contre ce site. Mais il y a une action qui a été engagée et croyez-moi, nous ne laisserons rien passer parce que c'est là le déversoir de toutes les haines, et souvent d'ailleurs de manière anonyme. Là, ça n'est pas le cas, mais quelle est la... Oui, relayé ensuite par des... Que voyons-nous sur les réseaux sociaux? C'est l'anonymat confortable qui permet de dire absolument des horreurs sans être jamais inquiété. Ça n'est pas possible. Quant à savoir si Monsieur Lelay doit pouvoir être extradé, quand on a été condamné devant une cour française, eh bien, il faut pouvoir purger sa peine en France. Donc quand on est un opposant politique en France, aujourd'hui, on se prend de la prison ferme, des peines de prison ferme. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois. Normalement, j'irai en prison dans les semaines qui viennent. Ça peut être très rapide, hein, je ne sais pas. Tout dépend du juge d'application des peines. J'ai dit que je ne ferai pas de travail d'intérêt général. Je porterai pas de bracelet électronique comme un petit chien-chien. Et je ne paierai certainement pas des jours amende, donc à la LICRA ou à qui que ce soit. Donc j'irai en prison pour mes idées politiques. Voilà, c'est ça être révolutionnaire aujourd'hui, hein. C'est pas se retrouver sur les plateaux de télévision de France Inter. Donc Frédéric Aziza, Nicolas Demorand, Benjamin Griveaux, il me semble que voilà, vous êtes peut-être d'une certaine manière liés à un petit État du Proche-Orient. Pourquoi pas, hein, mais ne dites pas que vous êtes plus patriote que moi, plus patriote que nous. Voilà, alors c'est la question, j'interpelle les organisateurs du grand débat qui va avoir lieu. Emmanuel Vargon, par exemple, donc secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, va s'occuper avec Sébastien Lecornu de ce grand débat. Alors, écoutez, elle aussi est née à Neuilly-sur-Seine. Nicolas Demorand, je ne sais pas où il est né, mais enfin Neuilly-sur-Seine, une commune bien connue de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi était très proche de cette petite communauté. Il nous l'a montré par ses mariages successifs. Hein. Alors, elle est fille de Lionel Stoléru, qui lui aussi était secrétaire d'État sous la présidence de Giscard d'Estaing, et puis ensuite sous Mitterrand, donc la droite, la gauche. Et ce Lionel Stoléru avait épousé Francine Wolf. On reste dans cette petite communauté. Alors pourquoi vous faites l'apologie du métissage pour les Goy, alors que vous restez dans votre communauté? Et c'est vous ensuite qui nous dites qu'on n'est pas des bons Français, qu'on est antisémites, qu'on est hors de la République. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi je vous interpelle, j'aimerais que ce sujet de la communautarisation des médias français, et pas seulement de France 2 ou de France Inter, hein, de tous les médias intégralement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la puissance de certains lobbies, pas seulement je sais pas, de la franc-maçonnerie par exemple, ou de certains petits lobbies communautaires, je sais pas, LGBT par exemple. On pourrait peut-être mettre ça sur le tapis pendant le grand débat, mais je crois que ça ne se fera pas parce que tout est sous contrôle, tout est contrôlé. Votre débat est contrôlé. Nous, Gilets jaunes, nous n'y croyons pas. Alors, Gilets jaunes de gauche, Gilets jaunes de droite, on m'a reproché d'avoir fait un distinguo dans la dernière vidéo. Si on fait un petit peu de politique, on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a des divergences politiques très fortes chez les Gilets jaunes. Cette semaine, j'ai cru comprendre que les gens de la France Insoumise, visiblement, se repliaient sur leurs convictions politiques et essayaient d'entraîner les Gilets jaunes dans leur sillage mondialiste à tendance gauchiste. Je préfère vous le dire, Aude Lancelin, Corbière, Ruffin et Mélenchon, si vous nous connaissiez un petit peu mieux, vous sauriez qu'à partir du moment où un électeur a pris conscience de l'immigration et du danger que pouvaient représenter ces dérives, je peux vous affirmer qu'il ne reviendra jamais en arrière. Ça ne sert à rien d'essayer de les draguer, hein. Vous n'y parviendrez pas. Et si vous continuez à faire cette mascarade gauchiste au milieu des Gilets jaunes, vous allez vous retrouver tout seul et le mouvement des Gilets jaunes va s'éteindre. Alors c'est pas compliqué, de toute manière. C'est vous qui perdrez de toute manière, hein, donc, à ce petit jeu-là. Donc moi j'interpelle les Gilets jaunes patriotes pour accentuer aujourd'hui, mettre dans le mouvement des Gilets jaunes leurs convictions politiques. Oui, nous sommes patriotes, oui, nous sommes Gilets jaunes, national et populaire, je l'ai déjà dit, on n'a aucune raison d'en avoir honte. Et affirmez-vous, affirmez vos idées. C'est pas parce qu'il y a un drapeau rouge qui flotte avec 3 pecnos en dessous que ça doit vous impressionner. Gilets jaunes, populaires,
patriote. C'est comme ça que je vois les choses. Merci de m'avoir écouté.